Chers Médusiens, bonjour. C'est avec une heure de retard que nous allons commencer notre émission. Toutes nos excuses et encore merci pour votre fidélité. Sans plus tarder, je vais inviter le ministre qui est déjà là pour commencer l'émission et surtout pour répondre à plusieurs de nos questions. Monsieur le ministre, bonjour. Vous êtes porte-parole du gouvernement de la République du Congo. Vous prenez le temps aujourd'hui de répondre à nos questions, des questions d'actualité, sur lesquelles les Congolais s'interrogent, des questions qui font couler beaucoup d'encre et de salive. Au nom de toute l'équipe de la Méduse, nous sommes très heureux de vous accueillir parmi nous. Bienvenue, monsieur le ministre. Merci beaucoup, merci à vous. Et mille excuses pour le retard. Excuses acceptées, monsieur le ministre. Ensemble, nous allons aborder les enjeux sécuritaires de nos villes avec le phénomène de bébé noir, mais aussi sur un sujet qui divise les Congolais, les accords cadres entre le Congo et le Rwanda. Monsieur le ministre, prenez place à bord. Sans plus tarder, nous allons suivre le premier document et inviter le premier panel sur le thème de la sécurité de nos villes. Plus déterminés que jamais à mettre hors d'état de nuire tous les malfaiteurs et leurs complices dissimulés dans tous les quartiers, même les plus enclavés de la ville capitale, les éléments de la police et de la gendarmerie à travers l'opération conjointe Coup de poing se sont déployés dans le 9e arrondissement d'Iri. Du quartier Académie en passant par Émile Biayenda jusqu'à Kintélé, les coins chauds de ces différents quartiers ont été passés au peigne fin afin de débusquer les dealers, les consommateurs des produits stupéfiants et autres inciviques. L'opération qui s'est poursuivie dans toute la ville jusqu'à tard dans la nuit a aussi permis à la force publique de dissuader d'autres fauteurs de troubles. Bilan des courses, plus d'une centaine de hors-la-loi appréhendés, des armes blanches et des kilos de produits stupéfiants saisis. Nous sommes à notre deuxième jour de l'opération Coup de poing. Cette opération consiste à stériliser les secteurs identifiés criminogènes. La journée d'aujourd'hui, nous avons planifié de traiter le secteur de Makabadzilou et ses environs afin que nous traquons des citoyens civiques qui se sont retranchés dans les quartiers éloignés. Pour une réussite totale de cette opération, les forces de l'ordre exhortent les populations à dénoncer les actes criminels perpétrés par les voyous dans les quartiers. L'opération Coup de poing, il faut le rappeler, se poursuit dans d'autres arrondissements de la ville capitale. Monsieur le ministre, un sujet d'actualité, le sujet de sécurité aujourd'hui, nos parents qui stressent, le phénomène de bébé noir qui angoisse les populations. Qu'en est-il aujourd'hui de la situation ? Écoutez, comme vous venez de le dire, il y a aujourd'hui une accélération des opérations de poursuite et de pacification quasiment, disons-le presque comme cela. Vous avez vu dans le reportage que vous diffusez une opération dite opération coup de poing qui montre deux choses, à la fois l'accélération dans la répression de ces phénomènes et en même temps une intensification de la réponse de l'État. Et croyez-moi, je peux le dire, j'ai eu des échanges avec le ministre de l'Intérieur. Ces opérations vont d'abord se poursuivre et probablement s'intensifier. Parce que ce phénomène, il est, comme vous le voyez, il est complexe. Nous avons à la fois des délinquants qui recourent au trafic de stupéfiants, consommation d'ailleurs, puis trafic. Nous avons un certain nombre de personnes en déshérence, des jeunes qui souvent sont fâchés avec la société pour des raisons personnelles du genre absence de formation, de qualification et d'intégration socio-économique, et qui sont pour la plupart des primo-délinquants. Nous avons également, il faut le noter, ce n'est pas de la xénophobie que de le dire, un certain nombre de voyous qui sont d'origine étrangère. Donc vous voyez que la réponse à apporter à tous ces phénomènes est une réponse qui doit être multipolaire, multinodale. Si nous prenons les trafiquants, c'est-à-dire tous ceux qui s'adonnent à la circulation de produits et de drogues illicites, vous voyez que l'opération Coup de poing mène effectivement la guerre et la lutte contre ces délinquants-là avec une certaine efficacité. On parle d'une centaine, là, sur l'image que vous avez produite, on parle d'une centaine de personnes qui ont
été interpellés sur les aspects proprement bébé noir, parce qu'un trafiquant de drogue n'est pas forcément quelqu'un qui est jeune, n'est pas forcément quelqu'un qu'on peut qualifier de bébé noir. Sur ce phénomène dit des bébés noirs, nous avons là un mélange, comme je l'ai dit, de délinquants endurcis et puis de personnes dont on peut considérer qu'elles sont des primo-délinquants. Et là, la réponse, elle est tout aussi impitoyable pour ce qui concerne la répression, mais se pose parallèlement la question de l'insertion socio-économique de ces jeunes, au préalable leur conscientisation aux valeurs citoyennes et morales, et voyez que la réponse est double. Il y a les délinquants endurcis qui doivent être réprimés, emprisonnés, enfin interpellés, emprisonnés et jugés, et nous avons certainement un certain nombre de primo-délinquants dont la réponse va être une réponse un peu plus éducative, et d'où la construction qui est en cours et en cours de finalisation pour Aubéville, d'un centre d'accueil qui va permettre cette réinsertion. D'abord une réinsertion sur les valeurs citoyennes et ensuite probablement l'apprentissage de métiers et la possibilité de se former. Donc il y a depuis toujours une volonté du gouvernement d'aller de l'avant face à un phénomène qui n'est pas un phénomène proprement congolais. Je crois que beaucoup d'entre vous vivent à l'étranger, principalement en France. Nous voyons bien quels sont les débats. On parle de cette nouvelle délinquance qui est issue parfois de l'arrivée d'immigrants clandestins qui, malheureusement, ce qu'on appelle souvent ces délinquants frappés parfois d'OQTF, donc d'obligation de quitter le territoire français, et vous voyez bien la complexité de la gestion de ces dossiers-là. Mais une chose est sûre, comme je vous l'ai dit, si je résume, les délinquants purs et durs, endurcis, trafiquants de drogue et autres, qui sont parfois des bébés noirs, mais surtout des délinquants endurcis, cela, la réponse, c'est une réponse univoque, c'est la répression, c'est l'emprisonnement, le jugement, et les mettre hors d'état de nuire et hors d'état d'influer sur la société de manière négative. Vous avez les bébés noirs avec une réponse qui est double. C'est ceux qui malheureusement peuvent être des multirécidivistes et qui s'adonnent à cette forme de communication négative. C'est également une réponse répressive. Et puis vous avez celles et ceux des plus jeunes qui souffrent avant tout de problèmes d'insertion socio-économique avec une réponse propre. Alors dans tous les cas, la complexité, elle vient de quoi? Elle vient d'abord de l'ampleur du phénomène, ce qui justifie ces opérations. Elle vient également de la nécessité de trouver des places pour accueillir ces jeunes et clairement les emprisonner, avec un problème de place en prison, avec le recours à des moyens qui sont des moyens de substitution, mais qui ne sont pas toujours fiables, c'est-à-dire des places d'accueil dans des postes de sécurité publique et autres, avec tous les dangers que nous pouvons noter. Et puis, nous avons la finalisation attendue dans un bref délai pour les autres délinquants d'Aubéville. Donc, voilà la réponse du gouvernement. Pour ce qui concerne les délinquants étrangers, parce que, sachez-le, il y en a quand même un certain nombre. Le gouvernement a résolu, je ne cite pas les pays limitrophes qui sont concernés, dont les ressortissants sévissent dans nos deux grandes villes, que ce soit Brazzaville ou Pointe-Noire. Cela, il y a une réponse diplomatique et une réponse sécuritaire qui consistera à les ramener à la frontière de leurs pays respectifs. Mais là, je n'en dirai pas plus à ce stade parce qu'il y a, comme vous l'imaginez bien, un certain nombre de connotations diplomatiques sur le sujet. Voilà pour l'essentiel ce phénomène qui nous inquiète, qui inquiète la société, qui brise le vivre ensemble, qui justifie une réponse proportionnée, et peut-être que l'accélération de ces opérations pourra s'accompagner d'autres mesures encore plus corsées, pourquoi pas. Mais vous comprendrez que je ne les révèle pas à ce stade. Alors, on reviendra sur le centre d'Aubéville. Monsieur le ministre, on va commencer par la première question, celle de Lévan Valentin. Lévan, c'est à vous de jouer. Bonjour, monsieur le ministre, et merci de ce temps que vous nous accordez pour l'échange. Alors, j'aimerais savoir, monsieur le ministre, est-ce que
la durée de ce phénomène bébé noir est une traduction, en quelque sorte, de l'aveu de l'échec du gouvernement face à ces jeunes qui sèment la terreur dans nos quartiers. Face à la délinquance, face à ces phénomènes qui, encore une fois, ne sont pas propres au Congo, aucun gouvernement ne pourra dire qu'il dispose de manière ample, immédiate, de tous les moyens d'action ou de réaction. Donc je ne parlerai ni de réussite ni d'échec. C'est un phénomène contre lequel il faut lutter. Nous luttons contre ce phénomène et je vous le dis, les mesures, je reprends un terme familier, risquent de se corser. C'est-à-dire que nous risquons, au fur et à mesure que cette lutte avance, nous risquons d'arriver à des mesures qui vont proprement permettre de ramener la quiétude dans nos quartiers. Parce que ce vivre ensemble est remis en cause par quoi? Concrètement, il y a des zones qu'on pourrait qualifier de tellement insécurisées que les gens n'osent pas y entrer à une certaine heure ou en sortir à une certaine heure. Il y a des agressions à gauche, à droite, qui touchent jusque et y compris des citoyens qui sont absolument, mais absolument exempts de toute action ou de toute velléité délinquante. Donc c'est un phénomène sur lequel le gouvernement va de plus en plus forcer pour que nous puissions ramener la quiétude dans certains quartiers et dans nos deux principales villes que sont Brazzaville et Pointe-Noire. Monsieur le ministre, moi je suis assez surprise que cette réponse soit arrivée en 2024. Est-ce que nous avons résolu ce problème, pris à corps ce problème de manière tardive? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tous ces mécanismes de dysfonctionnement, est-ce qu'il n'y a pas eu d'alerte en amont? Comment on se retrouve en 2024 avec tous les jours pratiquement une centaine de jeunes qui sont arrêtés, qui remplissent les commissariats, et sachant que nous, notre univers carcéral n'est pas fait pour avoir autant de jeunes. Et d'autre part, j'aimerais savoir combien ça coûte à l'État chaque jour. En fait, tous ces jeunes qui sont arrêtés, il faut bien les nourrir, il faut bien qu'on s'en occupe. Bon, vous comprendrez bien qu'on n'a pas découvert le phénomène qui serait tombé du ciel il y a quelques heures ou quelques jours. Face à ces phénomènes de délinquance, et encore une fois un phénomène inédit dans notre pays, le gouvernement a au fur et à mesure apporté des réponses. Mais c'est un peu comme pour tout. Vous commencez par apporter une réponse ou une thérapeutique et vous vous apercevez qu'elle ne suffit pas et vous accélérez, vous corsez. Donc il n'y a pas, du point de vue du gouvernement, une découverte immédiate, brusque de ce phénomène. Il y a simplement la montée du phénomène qui oblige l'État, les pouvoirs publics, les services compétents eux-mêmes à monter en puissance pour assurer cette répression parce qu'elle est nécessaire. Vous évoquez la question de l'univers carcéral, là est le problème. Pour la plupart, on ne peut pas les accueillir dans l'univers carcéral, puisque nous manquons de place. D'où l'importance de l'accélération de la construction d'un certain nombre de maisons d'arrêt à travers le pays, et principalement de celle de Wando, qui pourra permettre de délester Brazzaville d'un certain nombre de détenus, de manière à les transborder, les transférer vers Rwanda. Alors, quand vous dites univers carcéral, le danger que nous rencontrons, c'est que justement les jeunes qui sont raflés, qui sont interpellés, qui sont mis hors d'état de nuire de cette manière-là, ne sont pas placés dans l'univers carcéral, ou très peu, puisque l'univers carcéral est lui-même complètement encombré et lui-même complètement encalminé. Donc, nous devons absolument trouver le plus rapidement possible des endroits autres que l'univers non pas carcéral, mais celui de la garde à vue ou celui des geôles, qui aujourd'hui ne répond mais absolument pas aux besoins que nous avons de mettre ces jeunes dans des conditions où ils pourront pour certains être jugés, pour d'autres être transférés dans les futurs centres d'accueil du type Aubéville, et pour les étrangers être ramenés à la frontière de leur pays. Donc il y a une urgence qui est aujourd'hui gérée par le gouvernement de manière à ce que la répression qui est en cours, dont vous avez vous-même diffusé un exemple, puisse s'accompagner des conditions d'accueil les plus optimales de ces délinquants. Vous évoquez combien ça coûte. Je ne saurais vous donner un chiffre précis. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'une fois que ces délinquants sont
interpellés, il y a des mécanismes de garde à vue, et puis ils sont rapidement, en principe, mis à la disposition du parquet, donc avec une nécessité pour le ministère de la Justice, parce que ces jeunes, il faut bien les nourrir, il faut bien s'assurer de leur viabilité et s'assurer non pas de leur confort, mais en tout cas des conditions d'accueil qui soient correctes, de manière à ce qu'ils puissent ensuite répondre de leurs actes pour les uns et éventuellement être transférés, comme je l'ai dit, dans les centres d'accueil pour les autres. Ça coûte forcément de l'argent. Ça coûte forcément de l'argent, et je peux vous dire que c'est un enjeu extrêmement important pour le ministère de la Justice, qui, comme vous le savez, est la tutelle de l'administration pénitentiaire. Lévan, votre deuxième question. Ma deuxième question, Monsieur le ministre, serait de savoir, aujourd'hui, on a des victimes dans notre ville, notamment Brazzaville et dans d'autres villes de la République du Congo, qui sont notamment ceux qui subissent les atrocités de ces assassins. Alors, quelle est la politique de l'État pour, en quelque sorte, venir en aide de ces victimes? Parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que l'État croise les bras et que face à cette colère de ces victimes, les citoyens ou les civils n'hésitent plus à brûler ces bébés noirs une fois qu'ils sont attrapés. Quelle est donc la réponse de l'État envers ces choses qui se réalisent? Pour ce qui concerne les délinquants, je pense que je viens amplement de donner un certain nombre d'indications. Pour ce qui concerne les victimes de ces atrocités, comme vous le dites, ou en tout cas de ces crimes et délits, il y a bien entendu les mécanismes qui existent d'assistance de la part des services compétents. Si un délinquant a commis un crime et qu'il est jugé pour cela, il y a des mécanismes de constitution de partie civile, comme vous le savez. Et ces constitutions de partie civile permettent, et c'est des mécanismes connus à travers le monde, aux victimes de demander réparation des préjudices qu'elles subissent. Donc, ces mécanismes sont tout à fait utilisés et utilisables par les citoyens. Et d'ailleurs, je les invite, dans tous les cas, à ne pas s'adonner à la justice populaire. Parce que la justice populaire, c'est globalement le plus dangereux pour notre vivre ensemble et probablement un des ferments de dissolution de nos sociétés. Pourquoi ? Aujourd'hui, ça va toucher des bébés noirs pris en flagrant délit. On va se dire, oui, on gère cela parce que l'État va les libérer parce qu'il ne saura pas où les placer. Non. La justice populaire n'est jamais une bonne chose parce qu'on sait là où elle commence et on ne sait pas jusqu'à où elle peut aller. Lévan, aujourd'hui, imaginons que vous et moi soyons en conflit personnel, interpersonnel grave, et que pour une raison quelconque, vous arriviez à me dénoncer dans la rue en criant « bébé noir, c'est un bébé noir », et que le temps que je puisse m'expliquer, une foule en colère se jette sur moi et me fasse subir le supplice de ce qu'on appelle aujourd'hui malheureusement le barbecue. À quel moment nous considérerons que cette justice dite populaire est une justice qui est salvatrice? À aucun moment, parce que nous allons aller de plus en plus vers des dérives qui ne sont pas les meilleures. Nous disons aux populations, faites confiance aux autorités compétentes, procureur de la République, services de police et de gendarmerie. Deuxièmement, si on arrive à brûler et à tuer un délinquant, c'est donc que nous l'avons maîtrisé. C'est-à-dire que, par définition, il est entre nos mains, entre les mains de la foule. Eh bien, la première chose à faire, c'est d'appeler les services compétents. Nous avons maîtrisé un bébé noir qui a commis tel et tel délit et nous appelons les services compétents. Parce que nous avons l'impression aujourd'hui de rendre justice et nous risquons, dans le cadre de sociétés fragiles comme sont nos sociétés modernes à travers le monde, de voir à travers ce type de démarche des règlements de compte qui ne diraient pas leur nom. Faisons confiance aux services compétents, justice, procureur, gendarmerie et police, et évitons la justice populaire parce qu'un jour, elle peut se retourner contre nous. Moi, je suis assez surprise, monsieur le ministre. Cette histoire de barbecue géant, c'est que le phénomène s'amplifie et malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réponse de la justice. Les populations se disent qu'ils ont résolu un problème en tuant un bébé noir.
Mais de l'autre côté, ils se disent qu'aujourd'hui, que la population est plus forte que la justice. Le message qui est envoyé aujourd'hui, c'est ça dans les quartiers. Se dire que appeler la police, ça va prendre du temps. Et nous, on va régler à notre échelle. Et je pense que depuis que ce phénomène a commencé, je n'ai pas encore vu des habitants d'un quartier qui ont participé à ce barbecue passer devant la justice. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que le droit ou la justice soit comprise ou assimilée des populations? Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, pour les populations, c'est chacun doit se faire justice, malheureusement. Bon, vous dites des choses qui correspondent à plusieurs phénomènes qui ne sont pas les mêmes et à la limite contradictoires. La justice populaire transforme ceux qui s'y adonnent eux-mêmes en assassins. Quand vous brûlez quelqu'un, quand vous le tuez, vous devenez malheureusement… Vous devenez des criminels. Vous devenez des criminels. Alors, de ce point de vue-là, il n'est pas souhaitable que les populations s'adonnent à cela. Vous dites en même temps, ils ne sont pas jugés. Je crois que là, nous sommes, c'est pour ça que j'ai parlé de contradiction, dans une sorte d'inversion du problème. On passe à une deuxième étape. Excusez-moi, monsieur le ministre. On passe à une deuxième étape. Ils sont des criminels. Ben voilà. Là, et les victimes deviennent des criminels et qui finalement ne passent pas devant la justice. Mais souvent, ce ne sont pas les victimes qui procèdent à cette justice populaire. C'est les badauds, c'est tout cela. Donc, vous voyez que ce phénomène est détestable. Maintenant, pour des raisons diverses que je ne souhaite pas évoquer ici, il est entendu que ce phénomène qui est lui-même complexe fait qu'il est difficile de poursuivre et d'appréhender ceux qui ont commis de tels actes. Qu'est-ce qui se passe? Vous croyez qu'une fois qu'ils ont malheureusement tué le bébé noir ou celui qui est présumé tel, ils vont rester là et dire on appelle la police? Non. Je crois qu'il y a un éparpillement, il faut s'engager dans une politique d'enquête, etc. Je crois qu'à ce stade, nous devons simplement appeler nos populations à la responsabilité d'abord. Quand les populations comprendront qu'il existe des services compétents, au risque, malheureusement pour eux, de brûler ou la mauvaise personne ou quelqu'un qui a été dénoncé indûment, et donc avec tous les risques d'injustice, eh bien, quand les populations comprendront qu'il y a des services compétents, que ces délinquants, surtout ceux qui ont commis les actes les plus graves, iront répondre de leurs actes devant la justice, eh bien, ces phénomènes cesseront. Et j'ajoute quand même, pour votre information, j'ajoute quand même un point, mais c'est juste une remarque incidente. Il y a parfois des doutes sur certaines des vidéos qui sont diffusées, dont on n'est pas certain qu'elles soient toutes liées à ce phénomène-là. Mais enfin bon, depuis que nous sommes sur le numérique, nous voyons bien ces phénomènes dits de fake news. Donc, il y a à boire et à manger dans tout cela. Donc, nous allons intensifier cette politique de répression. Nous appelons les populations à faire confiance à l'État, parce que si on ne fait plus confiance à l'État, c'est que nous revenons à un état de nature, nous quittons l'État moderne et nous en arrivons à ce qui peut conduire à ce que notre ennemi soit notre voisin, à ce que ce soit la guerre de tous contre chacun, et finalement la cessation du vivre ensemble et l'effondrement de nos valeurs qui conduisent à ce qu'une société soit civilisée. Donc, c'est un phénomène complexe. Vous vivez vous-même dans des pays, nous suivons l'actualité, où il y a des phénomènes récurrents de délinquance. L'État congolais essaye d'y apporter des réponses, et nous espérons, et je le dis, je vous le dis de manière solennelle, il y aura intensification de cette politique de répression, mais pas seulement la répression. La répression est là, l'éducation, la réinsertion pour les autres est là, ici, également présente. Il manque aussi la sensibilisation, monsieur le ministre. Sensibilisation des jeunes qui sont dans les écoles, les futurs décrocheurs du système scolaire, parce que nombreux sont passés par le système scolaire et un jour se sont arrêtés. Et donc, ces jeunes ont dérivé, font partie de cette jeunesse oisive qui traîne sans objectif. Absolument. Mais c'est pour ça que je vous ai parlé de la complexité de cette politique qui ne peut pas être uniquement répressive, qui doit être une politique citoyenne de réinsertion, d'apprentissage des valeurs. On a parlé de ces centres d'accueil. Il y a des phénomènes qui sont presque inédits dans notre pays, avec un certain nombre de rixes entre lycées, collèges rivaux
et on ne sait pas quelle est la nature de cette rivalité. Oui, c'est un phénomène complexe pour lequel l'État s'est donné un certain nombre d'outils et s'en donne d'autres, et certainement s'en donnera encore plus dans l'avenir. Merci Lévan, merci Monsieur le ministre. Donc pour la deuxième question, Éric Ngolo. Éric, c'est à vous. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Monsieur le ministre, le phénomène bébé noir prend de l'ampleur finalement dans notre pays. Hier, c'était le vol des sacs dans les marchés. Ensuite, les agressions de tout genre. Aujourd'hui, on assiste même aux agents de force de l'ordre qui se font agresser par des bébés noirs. Demain, ça sera peut-être aux membres du gouvernement. Donc, M. Thierry Mongala pourrait être demain victime de ce phénomène bébé noir. Monsieur le ministre, ce qu'on ne sait pas, voilà. On va tout communiquer. Monsieur le ministre, 10 ans après l'apparition de ce phénomène bébé noir, quelle est la politique nationale stratégique du gouvernement face à ce phénomène bébé noir? Par exemple, sur le volet judiciaire, est-ce que le gouvernement a-t-il soumis un projet, par exemple, de création d'un code pénal mineur? Bon, vous dites, et heureux vous qui arrivez à dater le moment auquel ce phénomène est apparu, vous dites 10 ans, on va dire que ce genre de phénomène s'installe malheureusement parfois de manière imperceptible, de manière, entre guillemets, presque inoffensive, de manière glissante, de manière imperceptible. Eh bien, tout cela suppose des réponses que j'ai évoquées tout à l'heure. Vous avez parlé de stratégie. Je ne sais pas si vous étiez à l'antenne au moment où j'ai parlé avec Lévan tout à l'heure et de tous ces phénomènes. J'ai indiqué quelle était la politique, quels étaient les principes et quels étaient les éléments principaux de cette politique, avec un volet répressif évident, nécessaire, et un volet réinsertion ou insertion. J'ai évoqué donc tous ces aspects. Il faut y ajouter, puisque nous avons parlé, c'est la marquise de Vinza qui l'a indiqué, nous avons parlé aussi de la nécessité de rééduquer, de sensibiliser les élèves avant qu'il ne soit trop tard, etc., etc. Il faut savoir également qu'il y a des phénomènes assez inattendus qui aggravent cette situation. Un exemple récent qui est passé dans les médias, que nous avons tous suivi, une famille, apparemment avec 2 clans à l'intérieur de la famille, avait manifestement des problèmes de conflits terriens. Et chacune des familles, voulant régler les comptes à l'autre partie de la famille, a décidé de recourir aux services de bébés noirs qui étaient utilisés comme des mercenaires quasiment. Eh bien, ce phénomène montre bien qu'il y a aussi une responsabilité parentale, une responsabilité sociale, une responsabilité multiforme. Là également, il y a eu d'abord une réponse répressive immédiate, parce que ces gens se battaient à proximité d'une base de la garde républicaine. Eh bien, mal leur en a pris, puisque la garde républicaine est intervenue. Mais vous voyez la complexité du phénomène. Il faut y ajouter, parce que vous parlez du code pénal, il y a des projets de refonte de nos différents codes. J'en ai parlé récemment avec le ministre de la Justice, éléments parmi lesquels il y a la nécessité de prendre en compte un certain nombre de nouveaux phénomènes de délinquance qui n'ont pas jusque-là, dans notre code qui remonte à près d'une 60aine d'années, me semble-t-il, qui n'étaient pas prises en compte à l'époque. Il y a aussi des infractions qui n'existaient pas à l'époque et qui doivent être prises en compte en tenant compte de l'arrivée du numérique et de tous les phénomènes liés à ces technologies. Ce code, puisque je vous ai dit que j'en ai parlé avec mon collègue, est aujourd'hui en train d'être élaboré. Il y a des mécanismes qui doivent conduire à ce qu'il soit adopté par le gouvernement en bout de parcours.
est soumis à l'examen du Parlement ensuite. Ces mécanismes conduisent à l'intervention d'un certain nombre de partenaires absolument nécessaires, jusqu'à la Cour suprême, qui doit quand même donner un avis, parce qu'il s'agit d'un élément essentiel en matière pénale. Vous savez comme moi que le droit pénal est un droit fondé sur la légalité. On n'invente pas des infractions sans qu'elles n'existent dans les textes, et on ne peut pas les réprimer s'il n'existe pas un quantum de ces peines. Eh bien, tout cela est aujourd'hui soumis à notre examen, c'est-à-dire celui des pouvoirs publics, et nous aurons, on l'espère en tout cas bientôt, un nouveau code pénal qui prendra en compte tous ces éléments et tous ces phénomènes nouveaux. La stratégie, c'est tout cela, M. Golo. C'est l'ensemble des moyens que l'État se donne pour protéger la société, protéger les institutions, protéger les fondements du vivre ensemble. Et donc voilà, si vous me posez la question sur la stratégie, elle englobe tous ces leviers, elle englobe tous ces outils. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, l'insécurité étant un phénomène, un sujet d'actualité, je voulais dire, dans nombreux pays. Par contre, en France, par exemple, sur une population de 68 millions d'habitants, la police compte près de 150 000 agents dans son effectif, donc ce qui laisse un ratio de 0,20%. Par contre, au Congo-Brazzaville, Monsieur le Ministre, quel est le ratio police-habitant? Tout en sachant que oui, le ratio police-habitant est très important pour faciliter le processus, notamment de recrutement des agents de force de l'ordre et également la politique d'affectation. Sinon, on ne saurait pas sur quelle base on procéderait au recrutement, étant donné que la police n'est pas un service qui est réduit, enfin, qui se réduit à la réduction du taux de chômage, mais à recruter tant que besoin. Merci. Bon, le besoin, moi, je n'ai pas la réponse chiffrée exacte à ce ratio-là. Je ne suis, Dieu merci, pas un singe savant capable de répondre à toutes les questions et à tous les chiffres pointus. Je pourrais toujours vérifier et vous faire parvenir l'information. Ce que je constate, c'est qu'il y a un recrutement, comme vous le savez, qui a été fait à la police, dont on attend effectivement la publication, la finalisation. Je crois même d'ailleurs que la publication a été faite. On ne recrute pas, Monsieur Golo, chez nous, on ne recrute pas, comme en France et comme ailleurs, s'il n'y a pas un besoin. Il ne s'agit pas de transformer la police ou les services compétents, gendarmerie et autres, en une sorte de procédé pour insérer économiquement un certain nombre de jeunes qui seraient au chômage. Il y a d'abord des besoins. Et ça, ces besoins-là sont effectivement, à travers ce type de recrutement périodique, sont comblés. Il y a manifestement la nécessité pour certains départements, certains districts de notre pays d'avoir davantage d'effectifs de police et de gendarmerie, et ces recrutements obéissent à cela. Il ne s'agit pas de transformer ces services stratégiques importants régaliens en une sorte de réservoir à réinsertion ou insertion socio-économique. Il y a des besoins, et ces besoins, une fois le recrutement effectué, l'étape suivante, c'est leur affectation à une zone de gendarmerie ou à une zone de police qui nécessite le recours à ces personnels. Il y a donc nécessité de le faire. Je vous trouverai ce ratio dont vous parlez, mais ces recrutements sont faits sur une base scientifique. Monsieur le ministre, dans ce cas, à quand les états généraux des assises sur l'insécurité au Congo-Brazzaville? Bon, là, vous faites une suggestion, je la transmettrai à mes collègues, hein, tous ceux qui sont en charge de ces questions de sécurité. C'est une initiative qui peut être prise par le gouvernement, pourquoi pas. Mais le but, c'est pas d'employer des mots qui pourraient nous faire plaisir, parce qu'on se dirait, qui dit états généraux, dit donc solution au bout du compte. Le but, c'est de partir d'abord d'une réalité,
qui est celle effectivement du besoin de sécurité de nos compatriotes. Ce besoin de sécurité implique la mise en œuvre d'une politique de répression avec des effectifs suffisants, implique tous les mécanismes qu'on a évoqués sur la politique pénale, parce que tout ça est lié, implique tout ce que nous avons dit sur la politique d'insertion ou de réinsertion socio-économique, et donc ça peut être fait au jour le jour, dans l'action quotidienne du gouvernement, sans forcément qu'on recourt à des états généraux qui parfois dramatisent parce qu'on créerait un cadre qui donnerait l'impression qu'il y a une sorte de sauve qui peut et que le gouvernement jusque-là ne faisait rien, que les pouvoirs publics ne faisaient rien. Je transmettrai la suggestion à mes collègues, mais on prend ce genre d'initiative où on rassemble des compétences, on rassemble des expertises, si au bout du compte, nous débouchons sur une accélération de cette politique. Donc je transmets, mais est-ce que ça accélérera les choses? Je ne sais pas. Monsieur le ministre, Monsieur le ministre, il me semble qu'il est important que les techniciens, que les médecins, que les psychologues, que toutes ceux qui peuvent se rassembler autour de la question de la sécurité puissent s'asseoir afin d'échanger et trouver le mécanisme adapté pour mettre fin au phénomène bébé noir. Merci, monsieur le ministre. Mais ce n'est pas seulement le phénomène bébé noir, mettre fin à la montée d'une certaine forme de criminalité. Et à le dire, ça laisserait supposer qu'il y a à ce stade, au moment où nous parlons, un gouvernement qui aurait son couloir, qui ne recourrait à aucune sorte de compétence, qui aurait des œillères qui l'empêchent de regarder le côté éducatif, le côté éventuellement sanitaire, le côté purement juridique, le côté réinsertion socio-économique. Non, tout cela est un tout. Si ça doit prendre la forme d'états généraux, comme vous l'avez dit, pourquoi pas? Je ne m'oppose pas à cette idée. Je dis simplement que c'est un phénomène multinodal, un phénomène complexe, qui est déjà, au moment où nous parlons, appréhendé par ces mécanismes gouvernementaux et interministériels. Pensez-vous, par exemple, M. Golo, que quand il y a la nécessité de mettre en œuvre telle ou telle action en matière de justice, en matière de répression, en matière de réinsertion, que le ministère de l'Intérieur se retrouve tout seul avec ses experts et n'associe pas les experts d'autres branches du gouvernement? Les choses se font toujours de manière concertée. Maintenant, l'idée de rassembler tout ça dans des états généraux est un acte politique. Pourquoi pas? Je vous ai dit pourquoi pas, je transmettrai l'idée à mon collègue. Merci, monsieur le ministre. Moi, je compléterai un peu ce qu'a dit Eric Molo. Je prendrai l'exemple au sortir de la pandémie. Il y a eu plusieurs rapports qui ont été établis. Je vais donner le cas de la France parce que je n'ai pas beaucoup de recul par rapport au cas du Congo, qui a donné, c'est surtout des sociologues, des psychologues, qui nous ont donné des rapports en disant, voilà, le confinement aura un impact sur telle génération. D'ici 2 ans, on va voir plus de taux de criminalité. Voilà, le déconfinement a déconfiné des comportements, excusez-moi de la redondance, et j'ai presque envie de dire, pourquoi nos sociologues n'ont pas lancé d'alerte sur ce phénomène? Ce n'est pas que des bébés noirs. On est là dans le cas de la délinquance juvénile à grande échelle, que ce soit la prostitution juvénile, que ce soit la criminalité. Et lorsqu'on voit, par exemple, là, sur cette vidéo où on arrête en masse tous ces jeunes, au cas par cas, on a ceux qui sont drogués, qui ne seront pas sevrés, le sevrage va être difficile. Pourquoi ils ne font pas partie de cette boucle? Vous nous en donnerez peut-être plus d'informations par rapport à ça. Pourquoi nos sociologues ne participent pas à ce travail? Bon, écoutez, je l'ai dit tout à l'heure, ces choses se font de manière complexe parce que le phénomène est complexe. Toutes les compétences sont forcément associées. La seule chose, c'est que ça se fait à bas bruit. Si on reprend la proposition de M. Golo qui parle d'états généraux, c'est là que vous verrez émerger à la surface cette collaboration, cette connexité, cette collégialité entre les différentes compétences. Il est clair que nous avons, pour ces phénomènes, tous les intervenants, les psychiatres, psychologues, éventuellement vous parlez des sociologues, ce sont des choses, des phénomènes qui sont largement pris en compte au quotidien. Maintenant,
c'est pas quelque chose qui s'exhibe forcément dans les médias, c'est pas quelque chose qui apparaît parce qu'il n'y a pas une unité de temps et de lieu qui fasse que ces experts se rassemblent sous l'égide du gouvernement de la République. C'est d'où, peut-être pour des raisons politiques et psychologiques, la proposition de M. Golo. Mais c'est un travail qui se fait au quotidien, je peux vous garantir que c'est cela qui se fait. Vous parlez des phénomènes liés à la Covid. Oui, il y a eu beaucoup de phénomènes au-delà des aspects médicaux, mais toute société qui a été confinée, c'était la première fois de l'histoire du monde quasiment. On a très peu d'exemples dans l'histoire du monde d'un confinement mondial, où pendant un moment de la vie de notre planète, il n'y avait plus de mouvement d'un pays ou d'un continent à l'autre. Il n'y avait même plus de mouvement dans les sociétés domestiques elles-mêmes d'un point A à un point B. C'est un phénomène extrêmement exceptionnel qui nécessite des études. Mais vous savez, nous sommes dans l'action. Un sociologue, un psychologue peut réfléchir et réfléchit sur ces phénomènes, et nous sommes demandeurs de toutes les conclusions qui sont faites par ces études et qui doivent être transformées en action publique. Voilà, donc je transmettrai, Monsieur Golo, cette proposition, mais je peux dire qu'au quotidien, nous travaillons avec ces compétences-là. Merci Eric. Alors, la dernière intervention de Tanguy du panel sur la sécurité. Tanguy. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Alors, j'aurais souhaité parler à Monsieur Thierry Mungala, un compatriote, parce que moi je vais parler pour les Congolais. Ça va être un discours que je vais synchroniser comme étant un Congolais, les retours que j'ai pu avoir de mes compatriotes. Monsieur le ministre, est-ce que vous vous sentez en sécurité au Congo? Il ne faut pas évoquer le sujet en tant que Thierry Mungala, le ministre, parce que vous commencez par là, vous mettez déjà un biais. C'était un souhait. C'était juste un souhait. J'aurais souhaité parler à M. Thierry Mungala. Non, mais vous me parlez. Vous voyez bien que vous me parlez. Et pourquoi je dis que c'est un biais? Parce que vous parlez à un membre du gouvernement qui forcément a des conditions quotidiennes de vie qui font qu'il est une garde, qu'il est tout un environnement qui lui permettent, lui personnellement, de se considérer comme en situation de quiétude. Mais ce n'est pas mon exemple ou celui de mes collègues qui est important. Ce qui est important, c'est ce que vivent les gens, ce sentiment qu'ils ont. Parce que nous le vivons, on a des compatriotes, figurez-vous, des parents, des amis, des connaissances qui ne sont donc ni ministres, ni hauts fonctionnaires, ni en tout cas en capacité de se protéger autrement qu'en prenant leurs propres précautions. Donc votre question est tout à fait pertinente. À partir du moment où il y a un phénomène qui touche au fondement de notre vivre ensemble, ou quelqu'un qui arrive à une certaine heure où il a eu des occupations dans un autre endroit que son domicile, ou le quartier dans lequel il habite, ou l'arrondissement dont il est issu, et qu'il dit « je préfère dormir, trouver une solution pour dormir là où je suis, parce que rentrer chez moi, je risque fortement de me faire agresser ». Il est évident que ce phénomène est inquiétant. Il est évident qu'un gouvernement responsable doit s'y attaquer, et nous y attaquons. Effectivement, ce phénomène est inquiétant pour le vivre ensemble, et même pour ce qu'on pourrait qualifier l'activité économique. Parce que sans sécurité, ou sans suffisamment de sécurité, il y a un certain nombre d'activités qui ne peuvent pas avoir lieu. Merci, Monsieur le ministre, pour la réponse. Si je pose cette question, c'est bien sûr pour la succession de notre échange. Oui. Monsieur le ministre, en décembre 2019, le président de la République a condamné dans son discours sur l'état de la nation le phénomène bébé noir. En juillet 2022, le phénomène bébé noir a été décrié par le Conseil économique. Il y a des actions qui ont été mises en place. En décembre, le 29 décembre 2022, la Commission nationale des droits de l'homme met en place un projet de réinsertion sociale pour l'étude de restaurer la paix et la sécurité dans nos quartiers. Et en avril 2024, le Premier ministre Anatole Koïna-Makosso a évoqué l'organisation en permanence des patrouilles. Moi, j'ai les Congolais, mes compatriotes, mes frères qui me disent « Est-ce que l'État n'a pas failli? Est-ce que dans la façon de faire de l'État, est-ce qu'on évoque une faille ?»
du gouvernement? Est-ce qu'on évoque une faille? C'est ça ma question. Je le dis avec les mots de mes compatriotes. On a, avant votre arrivée, je ne sais pas si vous avez suivi nos débats, J'ai on a particulièrement suivi. on a évoqué le sujet avec vos prédécesseurs et ces questions sont complexes. On ne peut pas considérer qu'on puisse appuyer sur un bouton et qu'on résolve comme par magie l'ensemble de ces phénomènes complexes. C'est une action qui doit couvrir plusieurs champs administratifs, juridiques et autres. Et on sera malheureusement toujours avec un léger temps de retard entre l'apparition d'un phénomène et la possibilité de le réprimer, de le comprendre, puis de le réprimer. Vous avez dans votre énumération tout à l'heure oublié le Haut Commissariat je crois, à la justice restaurative, hein, je n'ai pas son intitulé exact là qui me revienne, qui lui également a fait des propositions et a mis en œuvre un certain nombre d'actions de réinsertion. Cette politique multinodale, cette politique complexe à mener, forcément va toujours donner l'impression d'un temps de latence et d'un temps de réaction qui fera que les compatriotes se disent le gouvernement, l'État ne réagit pas forcément au moment ou à la hauteur que nous souhaitons. Mais en même temps, nous sommes dans une société organisée où on ne peut pas aussi faire n'importe quoi, c'est-à-dire aller dans du tout répressif qui pourrait remettre en cause quasiment la paix sociale, la paix civile même. Vous savez, je vais vous parler comme un citoyen parlerait dans la rue. Certains nous disent, parce que nous vivons aussi avec nos compatriotes avec lesquels nous échangeons, mais écoutez, vous savez qu'ils sont souvent dans tel quartier, tel arrondissement, ben bloquez tout cela, vous mettez de la police, de la gendarmerie et de l'armée, et plus rien n'entre et plus rien ne sort, et ensuite vous faites des opérations quasi militaires pour les récupérer et mettre fin au phénomène. Nous pourrions faire comme cela, mais avec des risques qui seraient des risques de dommages collatéraux. Quand on met beaucoup de violence, beaucoup de force dans une répression, il y a toujours des dommages collatéraux. Il y a des pays, j'en cite un que vous devez connaître, le Salvador. Vous avez suivi comme nous ce qui s'y passe. Le président de ce pays a quasiment militarisé le pays et je ne porte aucun jugement sur ce qui a été fait, mais il me semble qu'au milieu de tout ce qui a été ramassé, il n'y a pas forcément que des délinquants endurcis. Voyez, donc chacun apporte la réponse qui est la plus proportionnée au type de phénomène qu'il doit combattre. Nous, et je l'ai dit tout à l'heure avant que vous n'interveniez, nous allons certainement corser les choses. Mais je ne peux pas vous dire encore, et vous le comprendrez très bien, pour des raisons toutes simples de stratégie, on va corser les choses. Parce qu'on va y être invité par la persistance du phénomène et par la nécessité de montrer à nos compatriotes que ce vivre ensemble, nous sommes décidés à le combattre avec eux et pour eux. Merci, monsieur le ministre. Je vais peut-être envoyer ma dernière question. Je vois Doriska qui réapparaît. Monsieur le ministre, encore les Congolais, mes compatriotes, nous nous posons la question de savoir. Vous avez cité les causes lointaines. J'aurais dû vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, on a pu identifier toutes les causes lointaines qui nous entraînent aujourd'hui sur ce phénomène qui devient non seulement récurrent, mais qui endeuille nos citoyens. Je vous partage une anecdote. Le 1er mai 2016, je sors de la fête du travail, je rentre chez moi. Déjà, les taxis ne peuvent pas vous déposer dans les ruelles, elles ne sont pas adaptées. Donc, on me laisse au bord de la voie. Me voilà qui traverse Madoukou. Je suis agressé, je porte une cicatrice sur ma main jusqu'à aujourd'hui comme stigmate de cette journée-là par 3 jeunes qui me prennent mon téléphone, mon portefeuille, et je rentre chez moi, je raconte à mes frères, à mes sœurs, ça s'est arrêté là. Psychologiquement un peu traumatisé, 2-3 jours, je rentre dans la procédure de refaire les documents, je refais tous mes documents, ça s'arrête là. Aucune cellule, aucune porte, aucune voie n'est ouverte de la part du gouvernement de ces personnes qui sont victimes des bébés noirs, que ce soit un accompagnement psychologique, rien du tout. J'ai essayé de vous contacter sur Facebook, vu que quelque temps, il m'arrivait d'avoir des commentaires un peu qui allaient à l'encontre de ce que vous disiez. Vous m'avez bloqué. Beaucoup de compatriotes aussi ont remarqué cela, que vous leur avez bloqué sur les réseaux sociaux. Je préfère vous dire 2 choses.
La première, c'est que je ne gère pas mon compte d'accord, Facebook. ok. D'accord, merci beaucoup pour l'info. Non, mais je vous précise, le compte Facebook est un compte miroir de mes publications sur Twitter notamment. C'est-à-dire que mon cabinet gère les insertions sur le compte Facebook. D'autre part, vous n'aurez pas manqué de remarquer qu'il n'y a pas de messagerie privée sur Oui, ce compte. exactement. Exactement, je Donc, m'en doutais. Et je vous remercie, ils prendront note parce que nombreux se posent des questions. Avant cette émission, j'ai pris le temps de discuter avec mes frères, mes compatriotes, pour qu'on ait des éléments factuels à échanger avec vous parce que ce n'est pas tous les jours qu'on vous a et j'espère qu'on vous aura les prochaines fois pour avoir ce type d'échange. Donc la question, monsieur le ministre, c'est... Oui, la question, mais vous aviez dit quelque chose avant. Vous avez parlé de la prise en charge des victimes. C'est ça. Mais là également, malheureusement, c'est un phénomène qui n'est pas propre au Congo. Je suivais il y a quelques jours des plaintes de victimes d'un certain nombre de délits, et parfois des délits ou des crimes qui étaient graves. Vous avez un phénomène, par exemple, en Occident, et notamment en France, qui est celui des violences faites aux femmes. Vous voyez, et nous suivons bien que le gouvernement a mis en place là-bas un certain nombre de mécanismes d'alerte, y compris des numéros verts, mais vous avez toujours un sentiment global chez les femmes victimes de ce type de violence absolument inadmissible, ce sentiment qui consiste à dire « j'arrive au commissariat, on me rit au nez, etc. » Bon, il y a la nécessité, et on est bien d'accord, de trouver les moyens de répondre aux traumatismes vécus par ceux qui ont subi des agressions, notamment les agressions de voie publique. Ce sont des agressions extrêmement traumatisantes. Pour votre information, quand j'étais beaucoup plus jeune et que je vivais en France, j'ai été victime une fois, comme ça, d'une agression. Dieu merci, elle n'a pas été physique. J'étais un distributeur automatique. J'ai un individu qui s'est mis juste derrière moi. Il me dit « je peux vous aider ?» Je lui dis « bah non, je crois que je connais quand même mon code, le code de ma carte bancaire tout seul, je n'ai pas besoin de vous. » Et l'individu était très pressant, donc je me suis mis en position qu'il ne voit ni mon code ni rien. Le temps que je tape le code, que je tape le montant, il m'a bousculé, il a pris l'argent et il est parti. Je me suis senti extrêmement... Alors, j'ai failli courir en me disant je vais lui courir après, mais je me suis dit c'est probablement un toxicomane qui risque d'utiliser des moyens extrêmement violents contre moi, et ce n'est pas pour quelques euros que je vais attenter à ma vie. Mais tout simplement, ce phénomène m'a traumatisé longtemps, parce que c'est une agression gratuite. Aucune agression n'est tolérable, mais celle-là est particulièrement gratuite, et ce sont ces incivilités-là qui créent le sentiment d'insécurité. On est bien d'accord. Maintenant, ces réponses doivent être, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, multiformes. Là, merci, dans ce que vous avez dit de votre agression, j'ai cru comprendre que vous n'êtes même pas allé au commissariat. Si, j'ai porté plainte justement au commissariat et je n'ai pas de nouvelles. J'espère que ça viendra un jour. Malheureusement, vous le savez comme moi, sans indice ni identification possible de l'agresseur, c'est très difficile. Monsieur le ministre, je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question. En communication de crise, moi, je crois comprendre qu'il y a un sujet qui est très important, c'est les actions à court terme. Monsieur le ministre, le phénomène bébé noir, on va dater. Moi, je vais dater. On en parle de plus ou moins depuis 2002. On a avancé 2009, 2010, ça devient récurrent. On est en crise depuis 2016 parce qu'il y a mort d'homme tout le temps. Quelle est la réponse à court terme ou l'action à court terme qu'est en train de faire le gouvernement présentement au-delà de l'année de la jeunesse qui devait englober tout ça? C'est ma dernière question. Non. Si vous parlez de l'action à court terme, on en parle depuis tout à l'heure. L'opération Coup de poing, par exemple, qui permet régulièrement, de manière quasi hebdomadaire ou quotidienne, l'arrestation, l'interpellation de dizaines et de dizaines de bébés noirs, c'est une opération à court terme. La construction d'un centre d'accueil, c'est une opération à court terme. L'augmentation de la capacité de l'administration pénitentiaire à disposer de places pour accueillir ces délinquants-là, ce sont des actions de réponse à court terme. Donc, il y a ces réponses qui sont faites. L'État ne reste pas l'arme au pied, l'État réagit et l'État agit. Merci, monsieur le ministre. Je finis en disant il y a des actions à court terme. Je viens de les énumérer. Quels sont les résultats que ces actions à court terme apportent aujourd'hui et comment vous le communiquez aux Congolais pour les remettre en confiance? Il y a un problème de confiance. Le capital confiance entre le gouvernement et le Congolais est en train de s'étirer.
les actions sont en train d'être faites, les résultats de ces actions et comment vous les communiquez aux populations. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci de rester. Oui, merci Tanguy. Mais ne dites pas le gouvernement. Le gouvernement n'est que l'outil de l'État. Le gouvernement, demain, vous pourrez y être, mais vous ne serez pas indexé comme membre du gouvernement, vous serez indexé comme quelqu'un qui gère une portion de la souveraineté de l'État dans son domaine de compétences. Ce qui compte, c'est de rétablir la confiance entre l'État, c'est-à-dire les différentes branches de l'État, et les populations. Voilà pourquoi j'ai dit depuis tout à l'heure que ces actions sont forcément complexes, doivent être additionnées parce qu'elles touchent différents domaines de l'État, différentes administrations, différentes réalités et différents outils. Et c'est ce que nous essayons de faire face à la complexité de ce phénomène. J'ai dit avant que vous ne veniez qu'une partie de ces délinquants sont des délinquants étrangers. Et pourquoi nous nous posons la question, ou pourquoi les populations, puisque vous évoquez les populations, elles-mêmes se posent la question, parce que certains crimes ou certaines infractions graves, on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas les enfants de notre quartier qui connaissent leur papa, leur maman du quartier, comme on dit chez nous, qui pourraient commettre ce type d'acte. Et bien souvent, quand vous creusez, il s'agit tout simplement de délinquants étrangers, qui sont, pour beaucoup, au moment où nous parlons, appréhendés et qu'on s'apprête, sans que je cite les pays limitrophes concernés, qu'on s'apprête à renvoyer chez eux. Vous voyez, donc c'est des phénomènes qui sont compliqués, pour lesquels nous essayons de répondre, mais avec ce sentiment d'insécurité que vous évoquez, qui fait qu'on a l'impression qu'on a toujours un temps de latence, un temps de retard entre la réalité vécue et la réponse des pouvoirs publics. Donc voilà le phénomène, et je vous dis que ça va se corser. Hein, je ne peux pas vous en dire plus, mais je vous dis que ça va se corser. Merci. Merci Tanguy, c'est la fin du premier panel. Merci à vous tous qui avez participé. Avant de poursuivre le deuxième panel, moi j'aurais une petite question, Monsieur le Ministre. C'est vrai que dans ces opérations coup de poing, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, mais on parle peu du volet tourisme. Comment le tourisme arrive à gérer ce phénomène? Quelle action vous avez apportée au tourisme? Faut savoir qu'avec tous ceux qui viennent l'été en vacances, forcément, ces informations arrivent aux touristes qui arrivent au Congo en disant qu'à une certaine heure, il ne faut pas traîner dans tel ou tel quartier. Donc, quelque part, ça a un impact aussi sur ce secteur économique. Quelle réponse adaptée a été apportée à ce secteur? Bon, j'ai un ami qui récemment a visité, venant pour une première fois en France, la place du Trocadéro et la Tour Eiffel. Et le malheureux avait malheureusement pas perçu les alertes qui étaient données par les pouvoirs publics français sur l'insécurité grandissante dans cette zone, et il s'est fait voler ses affaires. Il était attablé sur une terrasse et on va dire des délinquants d'origine étrangère ou du type, vous voyez ce que je dis, Zigan et autres, qui lui ont subtilisé ses affaires. Donc, nous disons simplement que tout individu venu faire du tourisme, qu'il soit étranger ou qu'il vienne, étant congolais, en vacances pour quelques semaines au Congo, doivent bien entendu se rapprocher. Et puis, ils ont des parents quand c'est des Congolais. Et quand ce sont des touristes, je pense qu'en amont, ils vérifient un peu toutes ces considérations-là. Et d'autre part, le tourisme dont nous parlons, et ça c'est quand même, il faut le noter, concerne souvent des gens qui vont à l'intérieur du pays pour visiter des sites à l'intérieur du pays, que ce soit dans les parcs naturels, où il y a même des services d'hôtellerie et de tourisme de haut niveau, et ils ne passent à Brazzaville ou à Pointe-Noire, nos deux capitales infestées de ce phénomène de bébés noirs et autres, que pour arriver et pour repartir. Donc, je crois que nous tâchons, au niveau des services de ma collègue, et pas que, nous tâchons de donner des directives ou en tout cas des conseils à tous ceux qui arrivent dans notre pays, dont on souhaite que leur séjour soit paisible. Pas pénible, mais paisible. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, une petite page de publicité et on va faire monter le... Consulting est une start-up spécialisée dans les études de marché, les sondages d'opinion, la collecte automatisée de données et la réalisation d'applications informatiques pour la collecte et le traitement de données. Nos clients évoluent dans les domaines d'activité suivants: télécom, banque. Régler un petit problème. 30 secondes.
Ça marche, très bien. Nous vous attendons. Merci. Assurance, les établissements publics et autres. Nos principaux services, market research, études de marché, baromètre d'image et de notoriété, études de satisfaction clientèle, enquête marketing, sondage d'opinion, études électorales, système d'information, développement d'outils applicatifs de collecte, traitement et affichage de données. Contactez-nous sans plus tarder pour réaliser une étude sur mesure et prendre des décisions éclairées dans votre domaine d'activité. Avec Nexcom Consulting, prenez de l'avance. Nexcom Consulting est une start-up spécialisée dans les études de marché, les sondages d'opinion, la collecte automatisée de données et la réalisation d'applications informatiques pour la collecte et le traitement de données. Nos clients évoluent dans les domaines d'activité suivants: télécom, banque, assurance, les établissements publics et autres. Nos principaux services, market research, études de marché, baromètre d'image et de notoriété, études de satisfaction clientèle, enquête marketing, sondage d'opinion, études électorales, système d'information, développement d'outils applicatifs de collecte, traitement et affichage de données. Contactez-nous sans plus tarder pour réaliser une étude sur mesure et prendre des décisions éclairées dans votre domaine d'activité. Avec Nexcom Consulting, prenez de l'avance.